Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, faut le faire rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse-Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour parler, bien évidemment, du Tour de France, le Tour de France qui s'élance ce samedi de Bretagne, de Brest plus précisément. On va être parti pour 3 semaines de folie, on l'espère, en tout cas qu'il puisse y avoir une course grandiose et très intéressante en tout cas. Dans ce podcast, on va présenter un petit peu les enjeux, notamment les favoris, les principaux coureurs à suivre, que ce soit pour le classement général, qui va succéder à Tadej Pogačar, peut-être lui-même, et également pour les sprinters, avec le maillot vert et les succès d'étape qui seront à aller glaner. Pour cela, j'accueille avec grand plaisir 3 de nos spécialistes du groupe Eto. Johan pour commencer. Salut Johan. Salut, ça va ? Ça va très bien, alors toi le Lyonnais satisfait de la sélection de Dorian Gordon chez AG2R Citroën pour le Tour de France hein. Ah bah ça fait plaisir quoi, le mec c'était le seul à tenir la baraque avec Nance Peter sur la dernière Volta. Enfin heureusement qu'il est sur le Tour quoi, enfin il faut quand même qu'ils fassent mettre un petit peu de leur coureur interne et pas que les recrues du Mercato. On est également avec Geoffrey, salut Geoffrey. Salut, bonsoir à tous. Alors prêt à chercher plein de stats pendant le Tour de France hein. Ouais, après, comme je te disais en off, j'ai rarement été aussi peu hypé par un Tour de France. C'est assez triste, mais bon. Ah. J'espère que la course me donnera tort et que ça arrivera petit à petit. On espère, parce que c'est toujours mieux quand la course est emballante, surtout pour le Tour de France, bien évidemment. Et on finit avec Hugo. Salut Hugo. Salut Mathieu. Alors toi, est-ce que t'es aussi peu hypé que Geoffrey pour ce tour hein? Aussi peu hypé pour le général, mais j'espère des bonnes choses pour les étapes. Mais bon, c'est vrai que je suis pas très emballé pour le général. Quand même un peu de motif d'espoir, de satisfaction, quoi. On va pas tous être déjà défaitistes avant le départ de la grande boucle non plus. Hein. Mieux vaut commencer bas. On n'est pas encore monté. Et bien voilà, du coup pour ce podcast, vous savez tout, le programme, les intervenants. Attention au départ, chasse-patate. C'est parti. Pour commencer ce podcast, on va dire un petit mot sur le parcours. On va pas revenir en détail puisque en novembre dernier, on avait fait un podcast dédié à l'analyse du parcours juste après la présentation de celui-ci. Donc voilà, 21 étapes depuis Brest avec les Alpes en premier, 2 étapes alpestres avec le Grand Bornand et Tignes. Et on aura sur le chemin des Pyrénées le double passage du Mont Ventoux avec une arrivée à Malocène. Et 3 étapes et demie, on va dire, dans les Pyrénées avec Andorre-la-Vieille, Saint-Gaudens, le col du Portet et Luzardiden. Johan, Geoffrey, vous étiez avec moi il y a quelques mois pour ce podcast de présentation du parcours du Tour de France, d'analyse. Johan, toi tu disais que c'était un parcours ni vraiment raté, ni une réussite, un parcours un peu moyen. Aujourd'hui, à quelques jours du départ du Tour, ton avis n'a pas changé ? Mon avis n'a pas dû beaucoup changer du coup. Plus d'enthousiasme sur le parcours maintenant, parce qu'il y a vraiment plein d'étapes qu'en voyant en détail, l'étape de Quillan, l'étape de Saint-Gaudens, vraiment que Saint-Giron, je sais plus, que vraiment j'aime beaucoup, Saint-Gaudens, oui, que vraiment j'aime beaucoup et que je trouve qu'il y a des trucs à faire, il y a des trucs intéressants, mais c'est vrai que les 2 dernières étapes pyrénéennes, mon Dieu, mais quelle erreur, quoi, c'est incroyable. Vraiment, si tu vires ces 2 dernières étapes, tu mets 2 étapes qui sont tracées correctement, je trouve que c'est un beau parcours, donc je suis un petit peu plus enthousiaste, je pense, quand même, qu'à l'époque. C'est vrai que les 2 arrivées au sommet pour finir avec le col du Portet et Luzardiden, au-delà des arrivées au parler, sommet, au-delà des arrivées au sommet, le côté genre première partie d'étape toute plate et puis après enchaînement de col où tu fais juste ça au capteur de puissance, si tu veux contrôler, t'as pas besoin de. C'est pas très compliqué, c'est pas très pertinent quoi. Et Geoffrey, toi de ton côté, tu nous avais dit que c'était un parcours qui était un peu plus équilibré que ce qu'on avait eu ces dernières années, avec une montagne un peu plus condensée. Ça fait que les grimpeurs vont devoir bouger à ces moments-là. Ton analyse, elle est toujours la même ?
Oui, et puis ça reste dans un tour qui est très voulu par Gouvenou et Prud'homme, avec du suspense et du suspense jusqu'au bout, hein. L'avantage, c'est que quand on a un tracé qui empêche de bouger avant l'avant-dernière étape de montagne, ou encore la dernière étape de montagne ennemie, forcément on a un classement général qui est très serré. Ça va nous survendre le top 10 qui se tient en 1 ou 2 minutes avant les Pyrénées. Bon, à défaut d'avoir une course intéressante, ça laisse du suspense, mais vu que, comme je disais au début, le classement général m'emballe pas du tout, quoi. Comme disait Hugo, j'ai plus hâte de certaines étapes qui vont se jouer entre baroudeurs ou de ce que va donner le maillot vert. Enfin, j'ai l'impression d'être revenu 20 ans en arrière. Bon, ça met un petit coup de jeune, mais quand j'étais ado et que Armstrong et Ulrich m'étaient tous les deux antipathiques et que je me passionnais pour la lutte pour le maillot vert, bah, j'ai vraiment cette même attente avant. C'est un peu ce qu'on a eu Ah, l'année bon, dernière, c'est quoi, cool. où le général, on s'en foutait tous au bout d'un moment, et puis ce qui était intéressant, c'était la lutte Sagan-Bennett, qui se mettait des grandes peignées à coups de 150 km à bloc, quoi. Et l'étape de Champagnole pour finir qui avait été assez animée avec, avec tout ça aussi, je pense. Est-ce que cette année sera pareil avec tous les sprinteurs qui partiront en échappée vers Libourne au lieu de vouloir faire le sprint Ah bah écoute, on verra ça, mais en tout cas le schéma est un petit peu identique avec la montagne qui s'est finie juste avant, un chrono juste derrière. On verra si on aura le, le même scénario, le même résultat. Hugo, pour finir, toi t'étais pas avec nous pour ce podcast d'analyse du parcours du Tour. En quelques mots, ce parcours de la Grande Boucle 2021, comment tu le vois? À l'époque, il me semble que je l'avais plutôt défendu, parce que je me disais que vu les villes arrivées, les villes départ, je me disais, bon, on arrivait à Tignes, effectivement, bon, bah, forcément, ça gâche un peu les Alpes. Sur les Pyrénées, je mets bien l'enchaînement des 2 dernières étapes, mais quelques mois après, je suis vraiment beaucoup plus amer sur le parcours, que j'aime vraiment pas beaucoup, parce que, comme on dit juste avant, c'est un parcours qui est condensé en montagne, mais ce condensé, il me convainc pas du tout. Et on a des étapes de plaine toutes plates, des étapes de montagne pas convaincantes, et au final, on a quelques étapes pour baroudeurs sympas. Donc c'est pour ça qu'au final, c'est la lutte pour les étapes qui, moi, m'intéresse le plus, pour l'instant, en tout cas. Alors donc cette lutte pour le général, j'ai l'impression que ça vous intéresse pas trop pour le moment, ça vous hype pas trop, on va dire, à l'anglaise. Mais on va quand même en parler. Je vais quand même déjà vous demander votre favori pour le classement général. Johan, pour commencer, qui est-ce que tu vois succéder à Tadej Pogacar cette année? Et bah lui-même, hein, on va pas aller chercher très loin. Je pense que ça fait un petit moment que je défends comme étant assez imbattable par rapport à ses adversaires. On l'a vu se faire battre sur le Tour du Pays Basque par Roglic, parce que il a été piégé dans une descente. À un moment, il a voulu s'occuper de McNulty au lieu d'y aller directement, des petites choses comme ça. Mais au final, sur l'étape, il perd 50 secondes, quoi. C'est sur le grand format d'un Tour de France. C'est pas sur ce genre de choses qu'il va perdre un Tour de France. Donc peut-être que son équipe est faillie, peut-être qu'il peut se faire piéger, peut-être qu'il peut se prendre une bordure, mais je pense que physiquement, il a un cran au-dessus et qu'il sera intouchable. Geoffrey, de ton côté, Primoz Roglic pour remporter ce Tour de France? Oui, je penche plus pour une revanche de Roglic qui s'est montré costaud cette année, même s'il y a eu un couac encore dans l'étape de Nice à la fin de Paris-Nice. La manière dont il a su se reprendre, alors qu'on a pu penser qu'il y avait une erreur autour du Pays Basque, me laisse présumer d'une meilleure appréhension de la course et de comment aller la gagner. Il a une équipe autour de lui qui est très forte. Je pense que c'est l'équipe qui est la plus forte, dans le sens où on a une hiérarchie bien nette avec des coéquipiers très costauds sur tous les terrains autour du leader. Alors que pour d'autres, c'est un peu plus incertain, on va dire, sur ce qu'il y a tout en haut pour les autres équipes qui sont très fortes collectivement. C'est en ça que je pense que Roglic peut être au-dessus. Donc tu penses que cette année c'est enfin la bonne année pour Primoz Roglic, enfin le bon moment, déjà pour remporter une course par étape en France. Bon, en fait, j'en sais rien et pour être honnête, je m'en fous un peu. Mais entre je veux dire, on a un trio de favoris où d'un côté il y a Pogacar, de l'autre il y a Roglic et dans le troisième c'est le collectif Ineos dont on a un petit doute sur qui va vraiment être à sa tête. Mais je pense que
là-dedans, Roglic peut être au-dessus, notamment grâce à son équipe, qui je trouvais plus forte que l'équipe de Pogacar. Et Hugo, de ton côté, pour finir un peu ce tour de table, Roglic, Pogacar, comment tu vas nous départager tout ça? C'était un peu entrechoqué avec Johan. Moi aussi, j'avais dit Pogacar. Roglic avait déjà été choisi, mais oui, effectivement, la dernière pointe du trio, c'est le collectif Ineos, où tu as Carapaz, où on suppose qu'il est le plus fort en montagne, mais il devrait perdre du temps dans les chronos, tandis qu'il y a Porte et Geraint Thomas, qui, s'ils sont peut-être moins forts, ils peuvent concurrencer les Slovènes sur les contre-la-montre. Et effectivement, au-delà de ça, on a aussi Geoghegan Hart qui est présent, on a Kiato, on a Castroviro, on a Dylan Van Baarle, donc effectivement, c'est surtout un collectif qu'on sait très solide, pas forcément sur le papier, mais on sait en forme, parce que sur le papier, il y a aussi, à côté de Roglic et de Pogacar, on a aussi normalement des coureurs qui sont très costauds, comme Maïka d'un côté, Kuss, Krejcik de l'autre, mais ils n'ont pas forcément été super en forme sur cette saison. Donc effectivement, on pense que le collectif Ineos va se battre contre les deux Slovènes. Est-ce que ça sera suffisant pour les battre? On verra bien, c'est la grande question. Et donc pour toi, ça reste Tadej Pogacar un petit cran au-dessus quand même? Étant donné qu'ils vont mettre une douille à tout le monde en chrono et que je les vois plus forts que Thomas en montagne, oui. Et entre Roglic et Pogacar, justement, parce qu'au final, vous dites que ça sera soit Roglic, soit Pogacar à entendre vos pronostics, ça va se jouer à quoi entre les deux Slovènes? Qu'il le fasse. Tout simplement, ça juste un micro-détail. Hein. Est-ce qu'ils vont se faire la guerre entre eux de manière un peu active, ou est-ce que, comme l'année dernière, ils vont être un peu en mode on gère la course entre nous, on se respecte, machin. C'est ça, et Ça, puis aussi, c'est eux qui ont le meilleur punch aussi, donc il leur suffit de contrôler, et puis après, ils leur mettent un démarche dans les 500 derniers mètres, et puis c'est fini, quoi. Parce qu'au final, avec quand même les deux arrivées au sommet pour finir ce tour avec le col du Portet Luzardiden, c'est un petit peu ce qu'ils ont mis en place sur le Tour 2020. Ça va pouvoir se faire à nouveau. Ça va être le même scénario, vous sentez? ça dépend d'Ineos en fait. Parce que si Ineos, ce qui probablement va arriver, va se retrouver une position dominée, est-ce qu'ils vont vouloir tout faire péter dans tous les sens, et notamment sur les étapes de baroudeur un peu plus ouvertes, où ça peut être un peu plus difficile de contrôler? C'est ça la question aussi, parce que si effectivement tout le monde se contente, comme l'année dernière, d'être à sa place et de gentiment attendre les dernières montées, puis de se faire un petit peu la guerre en haut des cols, tout ça, ça va être compliqué d'aller chercher les deux qui se montrent au-dessus à la pédale. Le souci, c'est qu'il y a une seule étape qui se porte vraiment à du gros mouvement très loin, c'est celle de la dernière, quoi. Celle de Luzardiden avec le Tourmalet juste avant. Est-ce que ça sera suffisant? Non, mais t'es pas obligé d'attaquer en montagne. Enfin, je veux dire, l'étape de Killan, par exemple. C'est ce que je veux dire, il attend cette étape, il attend. Mais non, mais comme sur le forum, il y avait le truc de retracer les étapes, machin, et du coup, j'avais été voir celle-là pour voir ce que tu pouvais refaire dessus. Mais en fait, elle est vraiment chouette, quoi, je trouve. T'as des petits cols sur des petites routes un peu paumées, des pourcentages un peu cachés par-ci par-là. C'est le genre d'étape, si tu veux t'amuser dessus, tu peux t'amuser dessus. Tu veux dire, tu pars en échappée, au pire, tu te fais rattraper, tu restes dans les roues, c'est pas très grave. C'est pour ça, moi, je trouve qu'il y a quand même des moyens de se tenter des trucs ou pas. Je sais pas s'ils vont le faire, en fait, mais je pense qu'il y a moyen. C'est que c'est presque tellement serré que il faut que ça se joue ailleurs que dans la montagne. Il faut tenter les coups en dehors de la haute montagne. Je vois pas qui, chez Ineos, a montré qu'il pouvait dominer les Slovènes en attendant dans les roues, en essayant de faire une confrontation directe, quoi. C'est un peu ça la question. Et dans les contre directs, pour l'instant, l'avantage aussi, il est plutôt à Pogacar en ce moment. C'est ça, c'est que même si on voit Carapaz aussi fort que les Slovènes en montagne, lui va perdre sur le chrono, et ce que Thomas et Porte vont conserver sur le chrono, on suppose qu'ils vont le perdre en montagne, donc forcément, oui, on les suppose battus à la pédale. Après, c'est-à-dire qu'à vous écouter, au final, Roglic, Pogacar, ils ont quoi? Ils ont pas de points faibles, il n'y a pas un petit truc sur lesquels ils peuvent être battus et ils seront, quoi qu'il arrive, au-dessus déjà des Ineos, et ensuite On a l'impression qu'ils n'ont pas d'adversaire, en fait. C'est l'impression que j'ai. À part les Ineos, ils n'ont pas d'adversaire. On voit pas qui pour... Même les Ineos, c'est un peu limite, peut-être? Ils sont 3 à être forts, mais les 3 un par un ont l'air d'être en dessous de Pogacar et de Roglic, donc ça semble compliqué de les imaginer malgré leur collectif.
Mais justement, ce collectif, est-ce que ce que c'est, on entend depuis l'année dernière, depuis la fin de l'année dernière, Dave Brailsford qui dit on va faire un cyclisme plus offensif. Est-ce qu'ils peuvent pas justement s'en servir avec ce Tour de France face à ces deux mastodontes que sont Primoz Roglic et Tadej Pogacar? Est-ce qu'ils peuvent pas s'en servir pour les renverser Je trouve qu'il ne faut pas forcément réduire les deux Slovènes à eux individuellement, parce que sur le papier, ils ont quand même des équipes pour les aider. Costa, Formolo, Hirschi, Maika, McNulty, c'est quand même solide à côté de Pogacar. C'est pareil pour Roglic. Van Aert, il ne sera pas forcément fort, mais pas forcément sur des classements généraux, mais sur une journée, des Gesink, des Vingegaard, des Kuss ou des Kruijswijk, ça peut fortement contrecarrer les stratégies mises en place. Et entre ces trois équipes, entre Ineos Grenadiers, entre UAE Emirates et Jumbo-Visma, est-ce qu'il y a une équipe qui vous semble un petit peu plus forte, solide au niveau du collectif dans son ensemble? Ineos. Ineos, Ineos, mais le souci, c'est ce qui est en haut qui est moins fort. c'est-à-dire c'est le leader numéro 1 qui se retrouve un petit peu un cran en dessous des Pogacar Roglic et qui fait que ça va pas suffire pour gagner le tour pour toi? Bah, c'est ce que je crains pour Ineos. Oui. Ils ont une très belle équipe pour encadrer leur leader, mais je crains que ça ne suffise pas. Cela dit, j'espère effectivement qu'ils seront offensifs, qu'ils vont prendre des risques, qu'ils n'ont pas juste repris le community manager de Romain Bardet pour faire quelques déclarations et qui vont vraiment se mettre à être offensifs. Quelque chose qui peut manquer à Ineos pour moi cette année, c'est toujours un peu triste, mais c'est Nicolas Portal, qui était très fin tacticien, qui était capable de mettre en place des très belles tactiques de course. Par exemple, en 2017, vers Foix, c'est une masterclass de la Sky. Depuis le début de l'année, j'ai pas retrouvé ça chez Ineos, de cette finesse tactique. Donc, c'est peut-être aussi ce qui va leur manquer au moment d'essayer de faire des stratégies. Oui, parce qu'au final, c'est bien, enfin, la stratégie, la tactique, c'est aussi ce qui peut permettre de battre les coureurs qui peuvent être un ton au-dessus de ce que tu as vu depuis ces derniers mois. Il y a peu de chances qu'on voit cette tactique bénéficier vraiment à Ineos Grenadiers. Pour prendre un exemple volontairement très grossier, tu peux avoir les meilleurs coureurs en montagne, les meilleurs grimpeurs du peloton ou presque, en avoir plusieurs dans ton équipe, mais si tu fais n'importe quoi avec, ça donne la Movistar. Donc le talent individuel empilé des coureurs ne suffit pas à faire une équipe qui va aller chercher le maillot jaune. Je le sentais venir, cet exemple des Movistar. Il nous donne en même temps tellement le bon exemple de plusieurs bons coureurs, mais sans coordination et sans stratégie, et qu'au final, ça fait 4, 7 et 8 du classement général. Et pour Ineos d'ailleurs, est-ce que vous voyez un peu une hiérarchie se dessiner? Est-ce que on parle beaucoup de Geraint Thomas, Richard Carapaz, Richie Porte, est-ce qu'il y a un coureur pour l'instant qui sort un peu du lot? On peut se dire, lui, ça va être celui qui va être mis en avant comme le leader numéro 1? J'aurais tendance à dire Carapaz, mais sans en être sûr. Est-ce que au sein même de la Ineos, ils en sont sûrs? C'est quelque chose d'autre? Est-ce que le choix va se faire sur le terrain, mais pas un petit peu trop tard pour que les deux autres se sacrifient vraiment pour le troisième? On va voir ce que ça va donner. Et sinon, en dehors de ça, du coup, depuis que je vous ai demandé un favori pour le Tour de France, donc vous m'avez répondu Tadej Pogacar, Johan et Hugo, et Geoffrey, tu m'as répondu Primoz Roglic. Vous avez parlé également de l'équipe Ineos qui pourrait être le troisième larron dans son ensemble, sa globalité. C'est-à-dire que, à vous écouter, les autres coureurs, les autres équipes, ont pas leur chance, ont aucune chance de remporter le Tour de France? Non. Non, parce que trop isolé. Et puis, même au sein des gros coureurs qui viennent sur le Tour de France, la majorité, on a l'impression qu'ils viennent juste en mode je viens pour viser une étape, peut-être un maillot, mais je viens dans le mood de viser une victoire d'étape pour des coureurs comme Guillaume Martin, comme Mollema, comme Nibali, éventuellement pour Fuglsang aussi, je crois, par exemple, mais qui pourrait prétendre aussi un général. Et du coup, on se retrouve en fait avec des coureurs plutôt comme Egg, Pouls, je pense aussi à Paré-Pinte ou O'Connor ou à Godu. On peut les voir faire un bon classement général, mais on ne les voit pas rivaliser avec les trois équipes qu'on vient de citer. Et la Movistar. Voilà, en fait, la seule équipe éventuellement qui va viser vraiment le classement général, c'est la Movistar, mais on sait comment fonctionne la Movistar. Et comme je dis en off juste avant aussi, même si pour moi c'est quelque chose que je rejette depuis quand même plusieurs années, vu le parcours,
voir un bon classement d'Alaphilippe, par exemple, ne me surprendrait pas, même si elle le portait pas. Mais vu qu'il y a quand même la dose de chrono et que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de montagnes et qu'en plus elle est pas très bien tracée, c'est une possibilité de le voir bien classé, mais pas de concurrencer les 3 grosses équipes. Le classement est effectivement bien fait pour qu'Alaphilippe puisse avoir une chance de Le parcours est bien fait. une place au classement général. Après, peut-être oublions-nous vite Rigoberto Urán qui suivra les roues jusqu'au bout. Oui, voilà, mais c'est pas en suivant les roues qu'on va gagner. Sauf s'il suit les roues de coureurs différents et que les autres font des écarts les uns derrière les autres. Il nous a montré au Tour de Suisse qu'il avait l'air d'être intrinsèquement moins bon que Richard Carapaz. Et on se disait juste avant que Carapaz lui-même est moins bon que Pogačar et Roglič. Donc, Bon, en tout cas, j'ai pas l'air de vous voir très optimiste quant au fait de voir d'autres coureurs. Pourquoi pas essayer de déstabiliser le trio Roglič, Pogačar, Ineos. Je pense que c'est pour ça que nous, on est plus hypé par les étapes. Parce qu'on sait que Après, on le peut, général, il risque d'être cadenassé. après, on peut se poser la question pour Alaphilippe, quoi, parce qu'en 2019, ça avait été lui un petit peu qui avait foutu le bord général et qui avait dynamisé la course. Là, il paraît venir pour le général, même s'il assume pas trop et que son équipe assume pas trop. Mais est-ce que justement, lui, il va pas attaquer vers le Creusot, il va pas attaquer à des endroits un peu bizarres qui vont foutre le bordel et peut-être bouleverser un peu la hiérarchie, quoi. Justement, pour Alaphilippe, toi, t'as envie de le voir jouer le général? Moi, je suis persuadé qu'il vient pour ça, en fait. C'est même pas que j'en ai envie, c'est que je vois pas de raison pour laquelle ils zappent les JO, sinon pour préparer un Tour de France en tant que leader et essayer de monter sur le podium. Hugo, je crois qu'en off, tu parlais un peu d'Alaphilippe et t'avais toi aussi envie de le voir faire un truc pour le général. J'ai pas forcément envie de le voir le faire un truc, mais c'est ce que j'ai dit juste avant, hein. C'est que je ne serais pas étonné s'il fait quelque chose au général, étant donné qu'on a pas mal de chronos et qu'on a une montagne pas forcément agencée pour lui déplaire, on va dire. Parce que c'est ce qui est dit, c'est que on retarde le suspense jusqu'au bout. Pour moi, ça lui est favorable. le tracé est vraiment fait pour aider Julien Alaphilippe. Hein. Que ce soit les chronos par leur longueur, par leur tracé, certaines étapes comme celle du Creusot qui ont été évoquées, c'est vraiment un tracé qui a été fait pour lui, quoi, pour faire en sorte qu'il puisse avoir l'opportunité de faire quelque chose. C'est-à-dire Alaphilippe, au final, où est-ce qu'on peut le mettre dans le top 5? Dans le top 5, on peut. Après, on n'est jamais non plus à l'abri de surprises, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient presque hasardeuses avec des chutes. Disons que si on compare avec le reste de la start list, en fait, on voit un gros trio de têtes se dégager, et après, on voit quelques mecs, on est un peu incertain sur ce qu'ils vont faire, mais en disant qu'on en voit pas mal entre 5 et 10. Au final, c'est la place de 4 qui est un peu... C'est un peu comme si on voyait personne 4ème, mais on voit 3 devant et plein derrière. Ouais. En gros, si on devait résumer, on a le podium qui est dessiné avec une place pour Pogačar, une place pour Roglič, une place pour un coureur d'Ineos, et derrière, un gros milieu un peu flou avec de la place peut-être pour les Français. En somme, c'est ça, quoi. avec 3 Ineos, 3 Movistar, et puis Gaudu, ça suffira comme ça. Alors, je pense pas que le podium sera Pogačar, Roglič et un Ineos. Je pense qu'on aura une surprise qui soit positive pour un autre ou négative pour un du trio. Et je pense que le podium pourrait être légèrement différent. Les circonstances de course pourraient amener d'autres coureurs à viser le podium. Mais par contre, la victoire, je la vois pas échapper à un de ceux qu'on a cités. Et du côté des Français en montagne, donc on a commencé à parler de Julien Alaphilippe, donc que vous voyez bien tenter le classement général, même si il ne l'a pas vraiment annoncé tel quel pour le moment. Le deuxième coureur qu'on attend, et lui c'est un peu plus sûr qu'on va l'attendre pour le classement général, c'est David Gaudu qui va faire son premier Tour de France vraiment en tant que leader pour le classement général. Qu'est-ce qu'il peut viser, le Breton, sur ce tour? Top 10. Top 10, il est compliqué d'aller voir plus haut? Ou c'est un bon minimum? L'équipe Groupama FDJ est plus orientée autour d'Arnaud-Démarre, donc il n'a pas un gros collectif d'autres montagnes pour être accompagné énormément, et ça me dérangerait pas que Gaudu soit juste 10e en perdant du temps à droite à gauche, mais en ayant la liberté d'aller chercher des étapes en haute montagne et de faire un tour comme Barguil avait fait en 2017 par exemple.
Entre un Gaudu discret qui va chercher une 7ème place ou un Gaudu qui fait 10ème, maillot à poids avec 2 victoires d'étape, je prends largement le deuxième. C'est-à-dire que t'as pas envie de voir Gaudu se tester en suivant autant que possible sur un Tour de France? C'est un rôle qu'il a jamais eu sur le Tour de France, mais en tout cas, ça me dérangerait pas de le voir aller récupérer une place d'honneur au classement général après coup comme ça. Parce que de toute façon, 2-3 ans après, entre le mec qui a fini 6ème et le mec qui a fini 9ème, il n'y a plus de différence, quoi. Hugo, de ton côté, comment est-ce que tu imagines la course de David Gaudu, un peu comme Geoffrey, fond de top 10 et aller viser des étapes? Ouais, je pense qu'il verra sur les premières étapes de montagne où il se situe par rapport aux autres. C'est un candidat au top 10 parfaitement crédible. Au top 5, je sais pas. Parce qu'il y a quand même, comme on dit, il y a les 2 chronos, donc ça fera quand même un gros débours sur certains coureurs qui sont quand même meilleurs que lui en chrono. Ouais, il faut espérer le voir attaquer, même s'il n'y a pas forcément l'équipe pour l'aider. Mais c'est probablement c'est probablement la meilleure chance française pour faire un bon classement général. Ça, je suis pas d'accord sur pas l'équipe pour l'aider, pour attaquer. Je trouve justement qu'il a une belle équipe pour. Il a pas une belle équipe pour l'encadrer en montagne. Oui, Par contre, c'est il a ce une que belle j'aurais équipe dû pour attaquer en montagne, quoi. L'une des Madoises des Armirail, c'est typiquement le genre de mec parfait à retrouver après un col, partir avec eux dans une descente et rouler comme des tarés dans les moments de vallée pour essayer de gratter du temps sur tout le monde, ou même typiquement je serais pas du tout surpris si tu vois Gaudu et Armirail attaquer dans le premier passage du Ventoux, par exemple, ce genre de mouvement. Puis le problème, c'est que bon, les enchaînements de col, ils arrivent dans les Pyrénées, quoi. Alors, parce que je vois pas Gaudu attaquer dans les Alpes, que forcément, si t'attends les Pyrénées, si, ça veut dire partir en pleine au début. Là, forcément, ça peut l'aider il pour pourrait, attaquer. Il pourrait, mais ça veut dire qu'il a perdu 7 minutes dans les 7 premières étapes. Pas forcément, je sais pas si ça va aller chercher. Enfin, si ça va aller chercher parce que ça allait jamais partir avec FDJ, mais. Après, le truc, c'est que la Groupama FDJ, je trouve comme c'est une équipe assez frileuse quand on parle de classement général, donc j'ai du mal à les voir faire des sortes de all-in sur. On fait attaquer Gaudu avec des équipiers sur une étape alors qu'il est encore bien classé au classement général. En tout cas, c'est pas le coureur que je verrais en premier faire ce mouvement. Au niveau des autres coureurs, au niveau des autres grimpeurs français que l'on peut attendre en montagne, qu'est-ce qu'on peut espérer? Voilà, il y a du Guillaume Martin, du Pierre Latour, Aurélien Paré-Peintre, même peut-être aussi Warren Barguil. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Plus des étapes pour le coup encore? Je pense que seul Latour va essayer de viser le classement général, je pense. Ah bon? Après son Tour de Suisse. Parce que de toute façon, Guillaume Martin, il a annoncé qu'il viserait les victoires d'étape parce qu'il va se prendre cher en chrono. Quand on regarde à la Trek, Bernard Hélisson, c'est typiquement des coureurs qu'on peut retrouver en échappée. Barguil n'est pas en grande forme en montagne. Enfin, dans ses déclarations, il a dit qu'il viserait pas à regret les premières étapes bretonnes. Donc pour moi, c'est qu'il fait une croix sur le classement général, vu comment il faudrait être bien placé sur certaines étapes. Et après, c'est pareil chez BNB, on visera les étapes avec Roland, Paché et Cocard. Barguil, c'est typiquement le profil d'un coureur qui peut faire du maillot à points un objectif en y pensant dès le début. Ouais, clairement, après, il faudra faire gaffe parce qu'il me semble que Quintana a aussi annoncé potentiellement viser le maillot à poids. Ça peut partir en cacahuète entre eux. Barguil peut avoir l'avantage de peut-être prendre le maillot à poids dès les premières étapes en Bretagne chez lui après. Barguil, c'est quand même pas mauvais puncher, donc j'espère qu'il va quand même pas s'amuser à aller chercher un maillot à poids au lieu d'essayer de jouer l'étape. Dans ces déclats, il a clairement annoncé qu'il viserait pas les premières étapes bretonnes parce qu'il n'était pas rassuré sur sa forme. Ouais, puis de toute façon, c'est pas parce qu'il va récupérer 7 points dans le week-end inaugural breton qu'il pourra résister aux 40 points qui seront pris dans les cols hors catégorie doublée. C'est sûr que les cols hors catégorie doublée que seront la deuxième ascension du Ventoux, le col du Portet et du Dardilène auront une grande importance par rapport au reste. Ça c'est certain pour le maillot à poids. Mais ouais, du coup, il y a tous les coureurs français qui annoncent beaucoup jouer les étapes, tous les grimpeurs. Il y a Gaudu qui vient un peu plus clairement pour le général, il y a jouer le général. Et il y a par Paré-Peintre contre, aussi, Guillaume Martin qui annonce venir jouer les étapes. Ouais, Paré-Peintre. Mais Paré-Peintre, il peut faire un top 15 oui, il va essayer, mais en se faisant 20e d'étape, voilà. C'est un peu plus. C'est bien pour son développement personnel, mais ça va pas être très intéressant forcément à regarder. Mais du coup, il y a un Guillaume Martin qui annonce venir jouer les étapes, mais que moi je vois bien finir dans le top 10 final, quoi, en allant chercher des fois du temps en échappée, en rattrapant un peu le temps perdu dans les chronos. Enfin. Un peu à la Mathias Franck, un peu. Oui, c'est pas gentil pour lui. Mais... Au niveau de la construction, de la façon dont Mathias Franck a obtenu son top 10, c'était comme ça.
Mais même l'année dernière, quand on voyait jouer sa Vuelta, même en allant chercher, voulant gérer les étapes et le maillot du grimpeur, il lâchait pas tellement la barre même quand il se faisait lâcher par le peloton, quoi. Il se récupérait pas trop, il se laissait pas trop des moments de récupération. Donc je pense que sur le tour, même s'il joue les étapes, il va pas laisser sortir. Enfin, il va rester collé un peu à tout le monde tout le temps. Il va pas personnellement s'embêter à ne pas prendre les bordures, tout ça, à trop frotter dans le peloton. Mais je pense pas qu'il va perdre assez de temps pour être hors jeu au général. Et du coup, je le vois bien finir dans un top 10. Et bien, on suivra ça donc avec une France de baroudeurs en montagne, même si on aura quelques objectifs en tête avec des garçons comme Alaphilippe, Gaudu ou peut-être Guillaume Martin comme vous l'avez dit pour le classement général. Et puis démarre pour les sprints. Et voilà, Arnaud démarre pour les sprints, ce qui me fait une magnifique transition, Hugo. Chapeau bas. Arnaud démarre pour les sprints, le Français qui va revenir sur le Tour de France après un Tour d'Italie très réussi l'année dernière et un début de saison assez costaud, solide, avec 8 victoires depuis le début de la saison. C'est le coureur qui est le plus gagné depuis le début de l'année à égalité avec Tadej Pogacar, même si Démarre n'a pas encore gagné en World Tour cette saison. Au niveau de l'échiquier du sprint sur ce Tour de France, où est-ce que vous le situez, Arnaud Démarre? Parmi les meilleurs, clairement. Non, la hiérarchie des sprinteurs est relativement ouverte. J'aurais tendance à mettre Caleb Ewan comme sprinter numéro 1, vraiment au-dessus du reste. Mais la discussion va vite arriver sur le maillot vert et Caleb Ewan montre depuis qu'il est coureur professionnel que le classement par points sur les grands tours n'est jamais un objectif pour lui. Et donc je pense que Arnaud Démarre va être régulièrement parmi les meilleurs. Le tracé de finale des étapes est fait pour ne pas trop le déplaire. Il a de quoi aller gagner au moins une étape et être un sérieux candidat au maillot vert. C'est-à-dire que pour toi, il n'y a pas vraiment de coureur qui sort du lot, sort de la masse, il n'y a pas un favori, un grand favori pour les sprints et pour le maillot vert? Pour les sprints, Caleb Ewan, mais pour le maillot vert, du coup, il n'y en a pas. Parce que Caleb Ewan ne va jamais faire les sprints intermédiaires, va jamais aller s'échapper en montagne pour aller récupérer des points. Hugo, de ton côté, Arnaud Démarre dans la hiérarchie des sprints. Ouais, c'est un peu pareil. Il est au-dessus avec Ewan, mais après on sait que ce sont aussi des coureurs qui peuvent se planter parfois. Donc, au final, ça laisse quelque chose de très ouvert, étant donné le retrait de Sam Bennett au profit de Marc Cavendish. Et effectivement, Arnaud Démarre, je le vois pas. Il est un des favoris pour le maillot vert, mais disons que je vois. Arnaud Démarre, c'est pas le premier coureur que je vois aller jouer les sprints intermédiaires, même s'ils sont plutôt accessibles cette année au niveau du placement dans les étapes. Mais il y a quand même des coureurs qui font leur spécialité, les sprints intermédiaires, pour aller chercher. Et puis on a quand même des bons gros sprinteurs qui passent la montagne, avec Matthews, Colbrelli, etc. Ouais, même mais si on le sait en retrait sur les sprints massifs, effectivement. sans aller nécessairement se donner à fond comme ferait un Colbrelli sur tous les sprints intermédiaires, il reste dans les roues, il marque 3 points de moins qu'eux parce qu'il les échappés compris les gros points devant et il cumule quand même légèrement chaque jour et ça peut suffire sans trop se donner. Hein. Peter Sagan, dans les dernières années de son règne sur le maillot vert, il se donnait pas à fond au sprint intermédiaire, il se contentait d'être juste dans la route ceux qui se donnaient à fond. Ça suffit pour cumuler le plus de points dans les sprints intermédiaires. Sachant qu'en plus, justement, cette année, les sprints intermédiaires, ils vont être sur toutes les étapes, sauf l'étape de Saint-Gaudens. En montagne, ça sera avant l'école. Il y a juste l'étape de Saint-Gaudens où il y aura le col de Porte. Le col de Porte, pardon. Sur le Ventoux, c'est après la Liguère aussi. Oui, voilà, ça fait 2 étapes où il y aura un col à franchir avant le sprint intermédiaire. Mais de fait, ça va être plus accessible, on va dire, pour les sprinteurs. Surtout qu'on les connaît depuis plusieurs années à tenter d'aller prendre les échappées en montagne pour aller choper les points sur ces sprints intermédiaires. Même au-delà de la montagne, dans les sprints intermédiaires, dans les étapes de plaine, les sprints intermédiaires sont rarement très proches de l'arrivée, comme ça avait été le cas parfois. Ils sont systématiquement entre 1 et 2 heures ligne d'arrivée, donc les sprinteurs pourront y aller sans s'user pour le sprint. Johan, toi au niveau des sprinteurs de la hiérarchie un peu, Arnaud Démarre, tu le mettrais comment? Est-ce que peut-être il se détache pour toi? Je pense qu'intrinsèquement, dans la hiérarchie, Caleb Ewan est le plus rapide.
sans trop de contestation. Par contre, l'équipe d'Arnaud Démare est plus solide autour de lui pour lui emmener des sprints. Donc, comme quelque chose de forcément juste individuel, c'est aussi une dimension à prendre en compte. C'est qu'AB1 risque de se retrouver souvent un peu derrière, un peu coincé. Et que autant l'année dernière, il n'y avait personne qui emmenait vraiment les sprints et que c'était un peu le bordel et que ça ne le gênait pas trop, autant cette année, je pense que si t'as vraiment Arnaud Démare qui lançait parfaitement et que A1 il y ait 5 places derrière, bon courage pour venir le remonter, quoi. Donc moi je dirais presque avantage à Arnaud Démare quand même, qui me semble arriver vraiment dans une condition de sa vie et vraiment qui est excellent. Donc J'avoue que j'ai pas suivi les sprints d'Ewan depuis le début de saison, mais De Beust, Van der Sande, Klug, c'est son train, non? Kluge va servir surtout à l'amener dans les meilleures conditions. On va amener le train et à le replacer dans le final. Mais De Beust, oui, effectivement, c'est son train, mais c'est comme disait Johan, il y a des trains beaucoup plus costauds, beaucoup plus réguliers. Et pour l'amener, Ewan a plus l'habitude de sprinter seul et les sprints désorganisés de l'année dernière l'avantageaient par rapport à ce qu'on pourrait avoir cette année. Je le dis, Ewan est habitué à bien sauter dans tous les sens pour se replacer. Et je suis pas inquiet pour lui. Il aura largement de quoi aller gagner 3 ou 4 étapes. Et pour le maillot vert, est-ce que Peter Sagan peut reconquérir son bien? non. Voilà. Non, pourquoi? Tu le vois pas faire un petit peu comme ce qu'il a fait sur le Tour d'Italie, où justement il est ressorti avec le classement par points? Bah, si on parle du Tour d'Italie, l'année dernière il s'est fait exploser par Arnaud Démare. Donc il n'y a pas de raison que sur le Tour la hiérarchie soit réinversée, alors que le barème est toujours très favorable aux sprints massifs en plaine et qu'il y en a beaucoup cette année, que les sprints intermédiaires sont très accessibles à des grosses fesses comme Démare. Donc je vois pas d'où Peter Sagan pourrait à quelconque moment essayer de reprendre des points et de reprendre l'avantage, quoi. Surtout qu'il est moins efficient dans les sprints, il est moins efficient dans les étapes de baroudeur, donc il peut toujours sortir un exploit comme ce qui avait sorti il y a 2 ans sur le Giro, mais ça suffira pas pour aller chercher un maillot vert. Geoffrey? Sauf échappée qui permet à Peter Sagan d'aller marquer des points dans une étape comme celle de Quillan où il irait faire une 3e place, ou avec la 3e place d'une étape pour baroudeur qui rapporte plus de points qu'une 3e place d'un sprint massif avec le classement par points tout bizarre. Là, il pourrait récupérer un peu. Il va être dans le coup pour le maillot vert, parce que c'est Peter Sagan, quoi. Il va être dans le coup pour le maillot vert. Mais effectivement, je le vois pas gagner, mais il sera pas non plus nécessairement très loin. Parce que autant Ewan ou Démare, on peut les imaginer avoir les circonstances qui font qu'ils se retrouvent à pas pouvoir jouer la gagne. Peter Sagan, dans les sprints massifs, va jamais jouer la gagne, mais il va toujours être dans le top 10. Donc il va marquer régulièrement, il va toujours être en embuscade. Je pense pas qu'il gagnera le maillot vert, mais il sera pas loin. Et après, des coureurs comme Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le coup? Parce que Mathieu Van Der Poel ne fera va rien parce qu'il abandonner. lancera les sprints pour Merlier ou Philipsen. Donc, tu penses qu'il va Ouais, vraiment puis rien faire, même sur les 2 premières étapes? Si, mais de toute façon, Mathieu Van Der Poel a un abandon qui est déjà presque prévu dans la 2e journée de repos. Oui, pour aller après aux Jeux Olympiques en Pour VTT. le VTT. Donc c'est compliqué de viser le maillot vert quand tu fais pas la dernière semaine du Tour. Et Mhm. Wout van mais Aert, sachant que de toute façon, voilà, il a Merlier ou Philipsen pour faire. Oui, non, après, il y a là, Merlier. la question venait sur un peu l'ensemble de ce Tour de France, parce que c'est 2 coureurs qui sont bons dans les sprints, mais qui sont tellement passe-partout qu'on peut les voir partout, quoi. Ouais, mais pour Alpecin, je vois plus un team Merlier aller jouer sa chance pour le maillot vert qu'un Mathieu Van Der Poel. Non, mais Merlier, il est pas capable d'encaisser 10 jours sur le Giro, il va même pas arriver au bout à Paris. Faut pas rêver. Non. Est-ce qu'il a vraiment essayé d'encaisser plus que 10 jours? Non, mais il était là. Enfin, au bout d'un moment, il était épuisé, il n'arrivait plus à rien. C'est pas juste. Après, peut-être qu'il arrive mieux préparé. Il a quand même pas la bonne patte en montagne sur les étapes. Ouais, mais c'est pas Yann Kirsipou non plus, quoi. Bah, on sait pas trop. Enfin, c'est ce que j'ai dit, on sait pas C'était son trop, premier vu qu'il a grand fait tour qu'un après. grand Donc, tour. Le problème, c'est que voilà, Tim Merlier, c'est un sprinter qui est très fort sur les classiques un peu difficiles. Sur les sprints massifs, on l'a quand même beaucoup moins vu, et a fortiori sur un grand tour. Après, chez Alpecin Phoenix, il reste encore Jasper Philipsen aussi. Ouais, mais c'est le même profil. Pour moi, c'est le même profil de sprinter bon sur les classiques, mais qui aura plus de mal sur les sprints massifs, à mon sens. Mais si on veut parler d'un sprinter qui pourrait être un peu surprise pour le maillot vert, c'est plutôt Colbrelli,
qui était très fort sur le Dauphiné, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner sur les sprints massifs face aux autres, parce qu'il est toujours un peu inconsistant sur ce domaine-là, mais qui passe très très bien la montagne en ce moment. Qui va aller à fond sur les sprints. C'est comme Matthews, au final. C'est deux mecs qui sont... J'ai l'impression de plus voir des punchers que les sprinters maintenant, où ils se donnent tout pour les sprints intermédiaires et ils se crachent tout le temps sur les sprints massifs. Matthews, pour le coup, il avance plus du tout dans les sprints massifs, mais Colbrelli, en soi, il a toujours une bonne pointe de vitesse, donc on peut voir ce que ça donne, on sait pas trop. Après, Colbrelli n'a pas une bonne équipe pour l'entourer sur les sprints non plus, mais... Bon allez, pour finir sur les sprinters, est-ce que vous pourriez citer un favori, un coureur que vous voyez remporter le maillot vert? Bon, on parle pas des étapes, on parle du maillot vert. Hugo, pour commencer. Laisse-moi le temps de regarder. Johan, pour toi, ça va être quoi? Pour moi, c'est Arnaud Démare, oui, pour moi. Le parcours, il est parfait pour Démare pour l'avoir cette année. Il a l'équipe, il a la forme. Geoffrey, de ton côté, Arnaud Démare peut-être ou un autre? Je suis pas aussi catégorique que Johan sur le fait que Démare soit grand favori pour ça. Le tracé est quand même bien fait pour qu'il l'ait. Le cœur veut qu'il aille le récupérer. C'est compliqué de donner un grand favori, donc je vais quand même dire Arnaud Démare, mais c'est plus par préférence que par... c'est plus un vote subjectif que réellement objectif. Mais quitte à faire un pronostic pour les sprints, comme j'ai dit tout à l'heure, 3 ou 4 étapes pour Caleb Ewan, voire plus. Et Hugo, est-ce que tu vas nous sortir un autre nom que Arnaud Démare pour ce maillot vert? Après réflexion, je ne vais pas sortir de nom. Tellement serré que tu n'arrives pas à choisir. Il n'y a pas de favori. Bon, à la place, est-ce que tu peux nous faire un prono sur le nombre de victoires à l'étape d'Arnaud Démare? Les 2, parce qu'il faudrait quand même que ce tour soit réussi. Et pour finir, petit pronostic sur le premier maillot jaune de ce Tour de France. Qui est-ce que vous voyez lever les bras samedi à Landerneau pour endosser le premier maillot jaune de ce Tour de France? Geoffrey, pour commencer. On a une étape, un final qui est assez ouvert avec une pente raide assez tôt et un final qui s'aplanit de plus en plus vers le bout. Ça peut être très, très intéressant entre puncher, entre sprinter complet, tout ça. Et moi, j'ai envie de voir Mathieu Van Der Poel s'imposer. Hugo, pour le premier maillot jaune, est-ce que tu as besoin d'un peu de réflexion ou ça va être bon? Non, je vais prendre Michael Matthews. Et Johan? On va citer un Français, Benoît Cosnefroy, qui était le plus costaud dans les bosses sur le championnat de France. Une petite arrivée qui lui convient bien, et puis ça peut être rigolo. Mur de Bretagne, ça lui convient plus que Landerneau. Je sais pas, Enfin, j'en sais rien, je sais pas trop. C'est pas le mur de Huy non plus, le mur de Bretagne, je sais pas. Non, mais là, on a quand même un dernier kilomètre qui est à entre 1 et 2%. Donc, Oui, mais ça reste en puissance, c'est pas comme c'était plat non plus. C'est pas loin, hein, les 500 derniers mètres, ça monte quasiment plus. Eh bien, on suivra ça, on regardera si l'un de vous trois a raison sur le pronostic pour le premier maillot jaune, et puis tout au long de ce Tour de France, on suivra également vos différents pronostics, vos différentes analyses d'avant-course. Et avec tout ça, on arrive tranquillement à la fin de ce podcast. Merci beaucoup Johan, Geoffrey et Hugo d'avoir été en ma compagnie aujourd'hui pour ce podcast de présentation du Tour de France. Pour Chasse Patate, chers auditeurs, on se retrouve d'ici une dizaine de jours pour la première journée de repos. On sera de retour en direct, en live sur notre chaîne YouTube. On fera ça comme l'année dernière et comme sur le Tour d'Italie. On fera ça lors des jours de repos et au terme du Tour de France. On se retrouve donc d'ici une dizaine de jours. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Notamment Twitter où on vous fera suivre en live tweet les différentes étapes du Tour de France, bien évidemment. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.